L'Europe, y rester ou s'en sortir. Je milite pour la sortie de l'Union européenne depuis que j'ai 17 ans et j'ai 37 ans aujourd'hui. Donc, c'est une vieille ennemie pour ma part, mais une ennemie que je connais bien parce que dans le travail de mes équipes, outre le fait d'avoir été dans ces institutions personnellement pendant 5 ans, j'ai beaucoup écrit sur elles et j'ai surtout fait traduire les ouvrages sur l'histoire de l'Union européenne, dont les meilleurs, ça ne vous surprendra pas, sont des ouvrages anglo-saxons pour la plupart. La France a, sur l'histoire de l'Union européenne, comme sur l'histoire de la guerre froide de manière globale, je dirais plusieurs décennies de retard de traduction. Et ces décennies à ne pas savoir, comment dire, ces décennies de retard se retrouvent dans notre débat public. On parle de choses qui n'existent pas. Et donc, à travers cette formulation, je voudrais que nous fassions litière ensemble, si vous le voulez bien, d'un certain nombre de mythes sur l'Union européenne. L'Union européenne, c'est très simple, agit d'une manière que les médecins connaissent bien, et particulièrement les oncologues. L'Union européenne agit comme un cancer. Ils viennent d'ailleurs de le faire symboliquement, dernier arrêt en date, qui date d'il y a à peine 1 ou 2 jours. Les drapeaux nationaux n'ont plus leur place au Parlement européen. Bon, vous êtes remplacés, vous êtes effacés. Y a-t-il message plus clair? Non. Et d'ailleurs, dans leur monde à eux, l'eurocrate a raison. Je me permets toujours de citer un homme auguste, le président Juncker, l'ancien président Juncker, un homme remarquable et qui prouve que la sagesse antique n'est toujours pas morte, in vino veritas, et Dieu sait que cet homme eut de grands moments de vérité. Il n'y a pas de démocratie contre les traités, ça veut dire il n'y a pas de démocratie contre moi. Là encore, y a-t-il message plus clair? N'oubliez jamais cette vieille loi de la polémologie, qui est reprise d'ailleurs souvent en criminologie dans l'étude du terrorisme. Les maniaques annoncent souvent la couleur. Il fallait lire Mein Kampf à la bonne heure, tout était dedans. Les maniaques annoncent souvent la couleur parce qu'ils sentent qu'ils ont qu'ils peuvent se l'accorder, et 2, qu'ils ont une sûreté mentale de pouvoir vous dire ce qu'ils pensent de vous. Et ils le font. Et dans leur monde, ils ont raison. On va commencer par un léger point institutionnel avant d'en voir les conséquences. Tous les procédés de changement interne communautaire sont au choix soit des entreprises, comment dire, de mendicité agressive. Il y a des États spécialistes de ça. Monsieur Orban vient de faire une énième mendicité agressive, c'est-à-dire je laisse l'Ukraine entrer, mais en échange, j'ai besoin de transferts financiers. Et comme toujours, dès qu'on parle de transferts financiers, eh bien, ça se termine en Union européenne par la France paiera. Je vous rappelle que vous êtes le contributeur net qui, par rapport à ces retours directs et indirects, c'est vous qui perdez le plus. Et le pire, c'est que vous perdez avec le sourire. Pourquoi s'en priver? Imaginez la dure vie d'un pickpocket jusqu'au jour où la personne à qui il vient de voler son portefeuille le remercie. Eh bien là, c'est pareil. Viktor Orban sait très bien sur quel levier appuyer, il le fait depuis qu'il est là. Je vous rappelle que ça avait commencé par un débat sur le statut de sa banque centrale. Parce que dans l'Union européenne, il faut des banques centrales indépendantes. Et le système a très peur de banques centrales qui ne le soient pas. Il suffit de dire « je vais le faire », arrêtez-moi ou je fais un malheur, et ensuite, c'est donnant-donnant à partir de la caisse des Français. Un peu des Néerlandais,
Pour les Allemands, le problème se pose totalement différemment vu que ces pays, pour eux, leur appartiennent. Dans le cas de la Hongrie, 30% de l'industrie hongroise est en fait de l'industrie allemande sur sol hongrois. Donc pour eux, ces pays-là leur appartiennent de droit. Je vous rappelle par exemple que le projet du groupe de Visegrad s'opposait à un autre projet soutenu par la France et l'Italie dans les années 90 qui voulait que tous les anciens pays soviétiques soient dans une zone à part qui ait sa propre frontière extérieure en termes d'espace douanier et qui commerce avec nous, justement pour éviter la destruction de notre tissu industriel et agricole. Et contre ça, l'Allemagne a créé le groupe de Visegrad. Le problème, c'est que cette mémoire-là n'a pas été transmise et que malheureusement, même des médias alternatifs sont rétifs à ça parce qu'on a besoin du bon opposant à l'Union européenne tous les ans. Comme on ne voulait pas désespérer Billancourt avec le goulag, on ne veut pas désespérer les médias alternatifs français par la réalité de l'Union européenne. Donc on vous a vendu Meloni, à tort, on vous a vendu Kunz, à tort, on vous a vendu Orban, à tort, on vous a vendu le PiS polonais, à tort, mais c'est pas grave, tant qu'on gagne, on joue. Les potentialités institutionnelles sont quasi nulles. Pour une raison qui est simple, l'Union européenne, si vous voulez la comprendre institutionnellement, il vous faut pour certains revenir à de vieux souvenirs de soviétologie. Je vous rappelle qu'on votait en Union soviétique, on votait pour le Soviet suprême. Le Parlement européen, j'y ai été pour le savoir, est l'équivalent d'un Soviet suprême. Et encore, la formation de base de l'oligarque KGBiste était de bien meilleure qualité. Donc, voyez les hommes qui en sont sortis. Comme le disait Vladimir Bukovski, l'ancien opposant à l'URSS, il n'y a pas d'autre choix que l'indépendance. Tout simplement parce que, autre vieille loi de la polémologie, pour faire une guerre, il ne faut pas être deux. Il suffit qu'il y en ait un qui la veuille. Et eux la veulent vis-à-vis de vous. Je vais vous donner à peu près ce qui va attendre la France dans ces prochaines années à l'Union européenne. L'Union européenne pense que chaque problème économique a une solution qui est un accord de libre-échange. D'accord ? Là, pour sauver l'industrie allemande, parce que derrière Bruxelles, il y a Berlin, ils ont ouvert grand les voies des accords agricoles avec l'Amérique latine. Combien de temps l'agriculture française tiendra ? Je vous rappelle que la France était une nation phare des modèles agricoles. Aujourd'hui, elle est dépendante alimentairement. Magie eurocratique. Mais que vous devez bien comprendre parce qu'elle est intentionnelle. Vous connaissez les vieilles théories de l'impérialisme, mais il y en a une qu'on oublie en France parce que tout simplement les ouvrages n'ont pas été traduits et que par exemple des économistes brésiliens ont beaucoup travaillé dessus, c'est l'impérialisme par l'interdépendance. En réalité, l'interdépendance sert souvent à dévitaliser par des règles, soit douanières, soit commerciales, un des deux pays en le rendant dépendant de l'autre et ensuite pour entrer dans une servitude économique. Le libre-échange à ce niveau-là n'est rien de plus qu'une théorie de conquête beaucoup plus opérante, beaucoup plus subtile que l'ancien impérialisme romain qui était de marcher sur des gens pour conquérir des cailloux. Toute l'histoire des théories du libre-échange anglaises sont des théories de l'impérialisme. L'Allemagne a compris cela avec la théorie du Zollverein et donc sait que tant qu'elle maîtrisera les règles de concurrence, c'est pour ça que ces règles l'obsèdent, elle peut redimensionner vos appareils de production et ce faisant vous rendre dépendante d'elle. Alors si en plus vous faites la bêtise de leur donner votre monnaie, le piège se referme sur vous. Donc il est évident qu'il n'y aura aucune réindustrialisation dans le cadre communautaire. Avec en plus une donnée qui n'est pas nouvelle, mais qui se dévoile progressivement, c'est que le modèle antinucléaire allemand, qui était fait pour mettre la France en coupe réglée énergétique,
fait qu'aujourd'hui, avec l'alliance des Européens et des Américains en Ukraine, les deux additionnés font que l'Europe a le coût de l'énergie parmi les plus chers au monde. Et que personne ne réindustrialisera à ce prix. C'est évident. Deuxième étape de ce qui va arriver à la France, les sécessions territoriales. Et les sécessions territoriales, je voudrais parler, on a parlé de ceux qui seront certainement aidés par certains de nos amis et voisins. Dois-je rappeler comment l'ambassadeur Rifkin, ambassadeur des États-Unis, avait, depuis pourtant la très belle ambassade que nous leur avons placée à la Concorde, avait quand même une main en banlieue parisienne où il regardait les futures chances pour la France. Parce que c'est un homme généreux et désintéressé, je vous prie bien de le croire. Mais si je vous disais que, vu que nous avons la bêtise d'acheter une partie de nos armes à l'Allemagne, armes qui ne sont d'ailleurs pour beaucoup pas encore arrivées, je vous rappelle que l'Allemagne nous a dit que si ces armes servaient dans des cadres qui ne lui convenaient pas, au nom de l'extraterritorialité du droit allemand, parce qu'on vous parle de l'extraterritorialité du droit américain, d'accord, mais il y en a une autre. Eh bien, on vous a dit que si, par exemple, ces armes servaient contre les banlieues françaises, contre les gilets jaunes, ça ira, vous inquiétez pas. Ah bah si c'est contre les locteux, après tout, pourquoi pas communier contre. Par contre, si ça sert contre les banlieues, nous n'aurons plus de cartouches. Vous voyez maintenant ce que c'est une théorie de la dépendance, maintenant ? Ces sécessions territoriales, celles-là, les mauvaises, donc celles qui viennent, enfin mauvaises, elles le sont toutes, mais en tout cas actives, qui viennent de l'immigration et de sa surinfection qu'est l'appelée islamique, sont encouragées par l'Union européenne. Je vous rappelle que le processus d'intégration-assimilation a été défini par la documentation communautaire il y a de cela près de 20 ans. Comme un processus à double sens, vous m'entendez bien ? Processus à double sens. Ils arrivent, vous pliez. D'accord ? Processus à double sens. Et comme le disait le président Juncker, là encore, dont je n'ai aucune raison, vu l'état dans lequel il était quand il l'a dit, de douter de la sincérité, l'Union européenne aura besoin d'entre 30 et 50 millions d'immigrés à l'horizon 2050-2060. Et vous inquiétez pas, ils le feront. Aujourd'hui, entre le droit de la CEDH et le droit de la CJUE, qui tient l'immigration depuis le traité d'Amsterdam et dont la directive cadre de 2003 pose l'axe de la puissance migratoire, je peux vous le dire que la prochaine étape, ce sera que l'Union européenne privatisera à son profit l'émission des entrées Schengen. C'est-à-dire que même l'émission des droits d'entrée, c'est plus vous qui le ferez. Pour une raison, et l'Union européenne le dit dans ses premiers articles, une union sans cesse plus étroite, donc de plus en plus d'eux, de moins en moins de vous. Un cancer. Vous voyez ? Et ils le font tout à fait consciemment. Mais il y a des sécessions territoriales auxquelles on ne pense pas. Je vous rappelle qu'une partie de ceux qui osent se dire nos amis, États scandinaves, États germaniques, votent dans des institutions internationales que la France est une puissance coloniale aux Antilles, coloniale à Mayotte, coloniale en Polynésie française, et nous acceptons de siéger avec ces gens. Je vous rappelle que de faire perdre à la France à terme ses possessions pacifiques est un but partagé par une partie non négligeable de partis qui disent être nos alliés. Ça fait belle lurette que nous aurions dû rompre diplomatiquement avec les États scandinaves et que nous aurions dû sanctionner l'ambassade d'Allemagne depuis très longtemps. C'est un acte qui équivaut à un acte de guerre. Parce qu'après, ce sera quoi ? Je vous le dis tout de suite, pour les connaître. Comme ils sont multiculturalistes, si nous ne sommes pas chez nous, dans les Antilles, qui, je le rappelle, étaient françaises avant Nice, demain, en Seine-Saint-Denis, nous ne serons plus chez nous non plus. Et ils vous le diront. Et ils trouveront, comme toute xénocratie, comme tout pouvoir de l'étranger, ils trouveront ce qu'il faut de collabos à Paris pour acter
Ne vous inquiétez pas pour ça. On ne voit pas combien souffrent nos compatriotes des territoires d'outre-mer. Je vous rappelle qu'il y a eu des émeutes pour l'eau à Mayotte. Mayotte, c'est la France, hein, quand même, hein. Navré de le dire. Il y a eu des émeutes pour l'eau. Vous voyez où on en est. Dans ces territoires qui sont les pieds et les mains de la France dans le monde qui va vivre, donc dans le monde pacifique. D'autres puissances qui nous vouent une haine farouche, je pense aux Australiens particulièrement, profitent de ça pour dire aux indépendantistes kanaks qu'ils méprisent profondément. Mais une fois que la France sera plus là, vous roulerez sur l'or. Je le dis tout de suite, quand nos territoires pacifiques, si la métropole s'en va, seront happés, non pas par la puissance australienne, et je vais vous dire, mieux vaut pour eux que ce soit encore par les Chinois, vu ce que leur réservent les Australiens. Parce que déjà, vu comment les Australiens traitent leurs autochtones, j'imagine pas comment ils vont traiter les nôtres. Le peuple de Crocodile Dundee n'est pas le plus humaniste de la région, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, haine que vous avez vue lors de l'affaire des sous-marins, au passage. Et au passage, qui a fait les dossiers pour les représentants australiens qui voulaient virer les Français? Les Allemands. Nos concurrents allemands. Et ça finit par retomber dans les mains de qui? Les Américains, parce qu'il ne faudrait quand même pas laisser ça à des non-professionnels. Vous voyez? Comme disait le général de Gaulle, un État, ça n'a pas d'amis. Et la première destruction politique de l'Union européenne, c'est de nous faire croire que nous en avons. La France est 2,5% du marché européen de l'armement. Des pays comme l'Indonésie nous soutiennent plus que des pays européens. Les deux seuls pays européens qui nous aiment bien pour des choses sérieuses, un a décidé de ne plus l'être et gloire à lui, c'est la Grande-Bretagne, et l'autre c'est la Grèce. Vous savez pourquoi? Parce que la totalité de l'Europe a pris position pour les Turcs, sauf nous. Je vous rappelle que la chasse turque viole l'espace aérien grec tous les jours. C'est pour ça que la chasse grecque est très entraînée en sortie. Le sultan aime jouer avec leurs nerfs. Mais le sultan est soutenu par la totalité des Européens, à tout commencer par la CDU allemande. Oui, parce que je pense que si Erdogan le veut, il y a du grabuge dans les villes allemandes ce soir. Il n'aura pas de mal. Je vous rappelle que quand il est venu la dernière fois sur sol allemand, il y avait 1 million de gens pour l'accueillir. Je ne suis pas sûr qu'Angela Merkel ait déjà parlé à 1 million d'Allemands en un coup. Je n'en suis pas certain. Sécession territoriale, effondrement économique, et à la fin, et d'ailleurs l'Union européenne le désire profondément, la dissolution politique permettra enfin la création, comment dire, d'un gloubi-boulga centralisateur. L'Union européenne estime l'avoir déjà fait une fois. Alors c'est un pur mythe que vous croisez qu'à Bruxelles. Comme vous le savez, la Belgique est restée sans gouvernement pendant 1 an. Et alors certains ironiseront sur la réalité de l'État belge, n'entrons pas là-dedans. Pensons-le très fort, ça suffit. Mais pour beaucoup d'eurocrates, si, la Belgique a été administrée pendant 1 an, par eux. Alors ça, c'est un mythe qui n'existe que quand vous êtes dans les institutions communautaires. C'est très drôle. Ça n'a aucune réalité, mais ils y croient dur comme fer. Et ils croient de toute façon qu'à terme, ils remplaceront les structures gouvernementales. Mais attention, comme Jean Monnet l'avait dit dans ses mémoires, dans les dernières pages de ses mémoires, c'est à ce moment-là que l'UE rejoindra quelque chose de plus vaste comme un bloc occidental. D'où le fait que quand vous êtes à Bruxelles, vous vouez un culte à l'État démocrate américain. Je vais vous dire une chose qui est peu su, l'un des derniers grands meetings de soutien d'Hillary Clinton face à Donald Trump a eu lieu dans les institutions européennes. À titre personnel, j'y suis allé le lendemain. C'était la veille de l'élection. Moi, j'y suis allé le lendemain. Je peux vous assurer qu'on portait le deuil. J'ai rarement été aussi content que depuis le jour du Brexit. Tu te rappelles, Philippe? Et ça valait le coup d'être vu.
C'est pour ça que tous ceux qui vous parlent d'Europe puissance, c'est le même appôt à naïf que Europe sociale à gauche. Ça n'aura jamais lieu. Ça n'aura jamais lieu pour une raison, c'est que vous n'avez pas de volonté. La puissance, c'est une volonté d'abord. Vous n'avez pas de volonté dans la plupart des États européens d'être puissants. Vous n'avez une volonté de la Commission d'être puissante contre les États. Vous avez une volonté de certains États d'être puissants contre les autres, principalement à Berlin. Et tout le reste, ils rêvent d'être californiens, y compris les pays dits de la Nouvelle Europe, qui sont américanisés comme je vous conseille d'aller à Varsovie. Ils rêvent tous ce sont des Américains au 3e degré parce que au mieux ils seront dans l'arrière-cour de l'Empire. Vous savez, l'Europe puissance, ça ne parle qu'à des Français et de temps en temps à certains Russes. Combien de temps la France va se saigner? Parce que c'est à partir de ces idées-là que la France a décidé de se saigner pour sauver des alliances bancales. C'est le calcul de M. Sarkozy vis-à-vis de l'OTAN, c'est le calcul que font les Français, c'est-à-dire qu'il faut bien faire l'Europe, alors il faut bien que quelqu'un se saigne. Mais je vous le dis tout de suite, personne ne sauvera l'Europe. Et détruire la France ne sauvera pas l'Europe. À la fin, un État, c'est ontologiquement seul. Un peuple, c'est ontologiquement seul. Donc plus l'Europe perdure, plus nous nous dévitaliserons. Et c'est son seul moyen de vie. L'Union européenne ne produit rien. Et elle n'entend rien produire. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que tout ceci est un fait induit. Ce n'est pas un accident, l'Union européenne n'a pas dévié à partir de l'acte unique, l'Union européenne devait terminer là où elle est là. Le seul accident de la construction européenne, c'est De Gaulle. Une fois le vieux parti, l'Union européenne est revenue à ce qu'elle voulait être depuis le début. Et aujourd'hui, on en est à enlever les drapeaux. Ensuite, une fois les symboles nationaux faits, ce sera la mémoire nationale. Et je vais en terminer par là. Parce que la prochaine étape de l'Union européenne, Jean Monnet nous avait prévenu, à la toute fin de sa vie, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il avait dit, si je devais recommencer, je commencerais par la culture. Toute personne qui connaît la biographie de Jean Monnet, c'est l'intime mépris qu'il avait pour la culture française. Pour une raison qui est assez simple, c'est qu'il s'en est toujours senti exclu là où la culture américaine lui a été plus ouverte. Eh bien, c'est ce que l'Union européenne est en train de faire. Vous avez eu une commissaire, je crois, qui vous demande d'assumer votre passé colonial et tortionnaire. C'était il y a quelques jours. Ça vous a pas surpris que ça les prenne comme ça? Et puis surtout, pardonnez-moi, mais si on fait de l'histoire comparée sur les systèmes coloniaux, ok, mais pas de fausses notes. On va faire un bilan de l'Empire ottoman, on va faire un bilan de 2-3 trucs. Je peux vous assurer qu'on ne va pas s'en sortir plus mal que les autres. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mais ça s'adressait à nous. Pourquoi? Parce que, et ça l'Union européenne, et c'est son plus grand pouvoir, elle le mésestime mais elle commence à s'en douter. C'est qu'elle est en train de créer un nouveau type d'homme en Europe. Comme l'oiseau qu'on met en cage ne sait plus voler, l'Européen du XXIe siècle est un être vil, que tout sentiment de liberté a quitté. Et ça, pas tous, encore heureux, mais malheureusement c'est le type humain qui nous est vendu. Je vous rappelle, comme le disait le grand philosophe Schmeltrigano, tout ce qui est post-moderne a une racine à Bruxelles, si vous saviez à quel point c'est vrai. Vous pensez que les woke ont trop de pouvoir? Attendez que Bruxelles touche à vos programmes éducatifs. Vous allez les adorer. Parce que moi, j'ai vécu dans le monde woke. J'ai vécu 5 ans. Il y a un témoin de cette aventure ici au premier rang, donc il peut dire que je ne mens pas. Nous, on y a... Dans la dictature rose bonbon, on y a vécu. Comme disait, là encore, le grand dissident soviétique Bukovski, j'ai vécu dans votre avenir et ça n'a pas marché.
Et c'est très vrai. Parce que c'est là où l'Union européenne peut réellement tuer la France et tout ce qu'elle a été, et tuer un certain nombre de nations. C'est en détruisant le type d'homme que nous avons été. Et ça, même encore pire que sa soumission à un certain nombre de pays étrangers, ça, Bruxelles y arrive en mettant au cœur de nos États une industrie de création de la faiblesse. Vous n'imaginez pas les dégâts anthropologiques. Si, d'ailleurs maintenant vous pouvez les imaginer grâce aux sommets internationaux. Quand vous voyez Charles Michel et Xi Jinping en face à face, vous vous rendez compte qu'à un moment, on a loupé une porte. D'où l'aspect régressif des Européens que vous avez vu pendant la guerre ukrainienne. D'où le fait qu'aujourd'hui, la plupart des États européens soient dominés par l'hystérie. Rappelez-vous, hystérie Covid, hystérie russe. Des peuples adultes ne sont pas gouvernés hystériquement. Tout simplement parce que les Européens sont en train de régresser anthropologiquement. Et là, pour le coup, toutes les menaces, que je ne mésestime pas, prennent une toute autre teneur. Il faut résister à l'immigration, bien évidemment. Mais qui résistera à l'immigration? Les cheveux bleus? Les cheveux bleus vont résister à l'immigration? Vous êtes sûr de vous? Donc, vous voyez, le vrai problème, c'est l'industrie de la faiblesse. Et pour ça, il faut détruire la xénocratie. Sinon, en sortir ou y rester, sinon, nous y resterons. Et c'est là où je voudrais faire un sort à une dernière idée, qui est une idée généreuse, et le problème, c'est que la France s'est saignée historiquement pour des idées généreuses. C'est ce que j'appellerais le bonapartisme à rebours. La France doit se sauver elle-même, comme la Grande-Bretagne a à se sauver elle-même. Pour le coup, il faut être un peu anglais dans notre manière de faire, right or wrong, my country. Parce que la France ne sauvera plus l'Europe. Je vous le dis tout de suite, en moyenne, si les statistiques démographiques ne mentent pas, les peuples autochtones européens vont perdre à peu près 15% de leur population par tête de pipe, avant la fin de ce siècle. Donc si vous voulez, vous n'allez pas vous mettre au pied des baldaquins pour forcer les peuples européens à faire des petits. Donc, qu'on le veuille ou pas, comme le disait le philosophe Philippe Forget, l'Europe est une ruine herméneutique. C'est comme ça, c'est triste. Le génie des pays européens les a quittés pour la plupart il y a déjà très longtemps. Or aujourd'hui, nous ne parlons pas de revenir à une Europe dite civilisationnelle qui n'a existé que dans un laps de temps très court entre la fin de la chrétienté et les temps modernes. Aujourd'hui, nous parlons de survie. C'est pas beau des gens qui veulent survivre, mais c'est nécessaire. Et à un moment dans la survie, c'est ce que mon ami l'historien du droit Jean-Louis Orwell appelle la vertu de l'égoïsme sacré. À un moment pour survivre, il faut se dire « je sauve les miens d'abord ». Et je vous le dis sincèrement, une partie des peuples européens, même avec ce qu'ils prennent dans la figure, ne voit pas le problème. Et à un moment, vous devrez bien comprendre que, comme on le dit dans le vocabulaire de l'aviation, tout atterrissage est un bon atterrissage. Donc on n'a pas le temps d'attendre ceux qui n'ont pas compris que la mort pouvait venir les saisir. On n'a pas le temps. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de grand réveil européen. Nos amis anglais ont essayé, même quelqu'un d'aussi, comment dire, David Cameron par rapport à Winston Churchill, on ne peut pas dire que ce soit le couteau le plus aiguisé du tiroir. Mais même lui a essayé. Rappelez-vous comment commence le Brexit. Il va supplier Angela Merkel de pouvoir prendre des lois migratoires en disant « écoutez, au moins ça, au moins ça ». Réponse tout en empathie de la Reichschancelière, nein, renein et re-renein. Et bien alors vous m'obligez à faire un référendum. C'est pas grave, on n'en tiendra pas compte. On a l'habitude. Manque de peau.
Si vous voulez, c'est parfois, comme disait le ministre russe Dimitri Rogozin, parfois il faut essayer d'empêcher les singes de jongler avec des grenades. Donc, celui-là, ils ont été contraints. La France doit se défaire de l'idée qu'elle sauvera tout le monde. Qu'elle sauvera tout le monde de son sang. Parce qu'aujourd'hui, la France est en risque de mort. Et surtout, je suis navré de le dire, mais le monde est vaste. Le monde vivra sans les Européens. Faut pas vous leurrer, hein. Le Pacifique vivra, l'Atlantique Sud vivra, et des tas de mondes vont vivre sans nous. Certains même vont se développer peut-être à nos détriments si nous ne reprenons pas la souveraineté. Je vous rappelle l'un des principaux problèmes de la France au XXIe siècle, qui est le doublement de la démographie africaine à notre sud. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas avec des fonctionnaires de Schengen et de Frontex que vous les arrêterez. Je vous le dis tout de suite. Or, malheureusement, la volonté de vivre a quitté certains Européens et ça ne se décrète pas. La volonté de vivre, ça se sécrète. Question, est-ce que les Français veulent encore vivre? Pour une partie, je le pense en tout cas. Sinon, je ne ferai pas ce que je fais. Mais cette volonté de vivre doit s'incarner politiquement. Et entre le fait d'être debout et le fait d'être à genoux, il n'y a plus à négocier. Nous avons trop négocié, nous avons trop attendu. Et je le crains que si nous attendons encore quelques années, nous ne puissions pas nous relever. C'est le calcul de nos ennemis. C'est-à-dire nous vous avons tellement affaibli que la liberté ne vous servira plus à rien. À partir de ce moment-là, l'aventure française sera terminée. Donc je le pense, je vous le dis, on peut essayer de rassurer une partie des Français, particulièrement des classes âgées, pour qui le monde européen est encore leur monde. C'est déjà beaucoup moins le cas dans ma génération, beaucoup moins le cas, pour des raisons qui a trait à la mondialité. On peut financer, mais l'objectif, c'est l'indépendance et rien de moins. Sinon, eh bien nous coulerons avec le navire. Question, voulons-nous couler avec eux? Voulons-nous couler avec les gens qui ont détruit notre monde? Cette question-là, je vous la laisse à tous.